Bonjour à toutes et à tous. Dans les conversations choisies de ce jour, j'ai choisi, comme dans la plupart de ces formats qui sont nés de la période que nous traversons, une période où on prend le temps, une période où on va s'autoriser à penser autrement, plus loin, plus vaste, plus profond. J'ai choisi des sujets qui peuvent nous permettre d'avoir un meilleur angle sur ce que nous traversons et de préparer un futur qui ne soit pas du neuf avec du vieux, mais du neuf avec du neuf. Donc, je suis Edith Lassia, j'ai créé ce format des conversations choisies. Je mentor des femmes d'influence, des femmes qui ont vraiment envie de laisser une trace dans l'histoire et dans le monde. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'essence de l'être et des valeurs. Et pour cela, j'ai voulu inviter une amie qui a été d'ailleurs membre de mes masterclass, que j'ai eu le bonheur de coacher, qui est Christine Montel. Alors, bonjour Christine. Bonjour ma chère Edith, merci infiniment de m'avoir conviée à ces conversations choisies. Je suis très honorée. Écoute, c'est un plaisir. Je connais ta profondeur, je connais tout ce que tu es capable de produire et de proposer pour changer vraiment, changer la donne. Tu es comme moi passionnée par le féminin, donc tu travailles énormément sur les femmes. Tu nous parleras tout à l'heure d'ailleurs de Yin Leaders. Et comment puis-je te présenter? Je t'ai découvert dans une masterclass, femme puissante, connectée, connectée, qui est en mesure d'abord une femme de cœur. Et j'ai vraiment eu le plaisir de voir que tu puisses ta force à la fois dans une connexion verticale forte, mais aussi dans une relation aux autres que je trouve tellement fluide, généreuse, naturelle. Nous sommes allés d'ailleurs en Namibie ensemble autour à l'origine pour les conférences Global Speakers Federation, conférences sur la zone de génie. Et en fait, on s'est retrouvés 15 jours ensemble. Et j'ai pu aller encore plus loin dans la découverte de la femme que tu es. C'est pour ça que je t'ai choisie dans les conversations choisies. Alors, peut-être que tu peux commencer par nous décrire, sur le titre, c'est vos valeurs au service de votre essence. Hmm. Qu'est-ce que, pour toi, c'est l'essence de l'être? Peut-être qu'on peut commencer par ça. Écoute, pour moi, je dirais en un mot, l'essence de l'être, c'est d'abord une fréquence. L'essence, c'est une fréquence vibratoire. Et quand chacun vibre à un taux particulier, et quand on n'est pas dans ce taux, quand on n'est pas dans son essence, quand on ne vibre plus, eh bien, on n'est pas là où on doit être. Nous ne sommes pas avec les personnes que nous devons rencontrer. Ou bien on essaie toutes les stratégies de droite et de gauche pour finalement arriver à un endroit finalement qui n'est pas le nôtre, parce qu'on répond à cette loi de la fréquence vibratoire. C'est très, très juste ce que tu dis. Alors, comment peux-tu, pour des personnes qui ont du mal à se connecter à leur vibration, est-ce que c'est par le corps? Est-ce que c'est par l'esprit? Comment est-ce qu'on sent qu'on est dans la vibration? Quels sont, vu de ta sensibilité, les, les petits capteurs que tu as Hmm. repérés? Alors, je dirais que un des premiers capteurs pourrait être le sens kinesthésique. On parle souvent des frissons. Ah, j'ai eu des frissons. Hein, ça te parle, Edith, hein? Tu en as souvent des frissons. Voilà, c'est-à-dire que peut-être effectivement, à un moment, on se trouve dans un endroit qui est magnifique, dans de la verdure, dans un beau paysage, ou à un tableau, ou même face à la rédaction d'un texte d'un auteur qui nous touche, voilà. Et notre essence d'un seul coup s'élève, prend toute sa puissance, et il se passe quelque chose de kinesthésique. Je dirais que la première chose, effectivement, Edith, ce serait le sens kinesthésique. Oui, c'est très, très juste. Donc, la première observation, c'est soyons très présents à notre corps. Notre corps est un capteur formidable et c'est lui qui nous dit si on est bien ou pas. Et beaucoup de personnes, ce que j'observe, et peut-être encore plus dans les moments où on est dans la peur, on est dans des moments de crise, se coupent de leur corps, comme si elles avaient peur des messages qui arrivent. Mais la première chose, en effet, pour se connecter à son essence, c'est pas, c'est pas ça. C'est dans le corps, dans l'alignement et le ressenti.
le toucher, Oui, le kinesthésique. Et qu'est-ce oui, que c'est c'est ça. l'essence de notre être pour toi? Qu'est-ce que c'est cet espace unique, subtil, si ténu et en même temps si puissant qui le représente? Je pense que c'est tout simplement l'expression de la vie. Oui, Ça ne passe pas ni par la tête, ni par un mental qui tourne en rond, un peu comme un petit hamster dans sa boîte. C'est l'expression de la vie qui n'a euh, ni couleur, ni forme, ni carré, ni rond, ni goût. C'est une expression d'une action, c'est la vie. C'est la vie en mouvement, c'est la vie qui se manifeste. Donc, c'est la manifestation de la vie. ouais, c'est la vie en présence, tout à fait. C'est la vie en présence. Et donc, dans l'approche que tu as et qu'on a choisie aujourd'hui, moi, ce qui m'avait beaucoup intéressé, c'est que tu parles d'un concept de valeur auquel tu as adjoint un concept que je trouve très intéressant. C'est la première fois que je l'entendais sous ce format-là, d'anti-valeur. On a eu l'occasion de l'exprimer ensemble, de faire un exercice quand on était en Namibie entre les zèbres et les rhinos. Et ça m'avait beaucoup marqué de voir à quel point c'est une double lecture et un calage. Donc, est-ce que tu veux nous partager un petit peu comment, justement, en ce moment, avec ce qu'on traverse, où on est très peu acteur du changement, parce que ce qui se passe est à l'extérieur. La Tout à fait. pandémie, le confinement, ouverture, réouverture, pas d'ouverture, on peut, on ne peut pas. On est dans une sorte de prison physique qui peut devenir une prison mentale, sauf si on se connecte justement, et on a le temps de le faire, à nos valeurs et nos antivaleurs. Donc, je te repasse la main. Ah, écoute, je te remercie de me laisser vraiment l'opportunité de parler parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est vrai qu'on en a parlé ensemble et tu as vu la puissance de cet exercice. Avant toute chose, ce que j'aimerais rappeler, c'est que finalement, nos valeurs, c'est des portes perceptuelles dans notre cerveau et qui vont ouvrir ou fermer des possibilités. Et ça, souvent, on n'y pense pas. On sait que finalement, les valeurs, on peut dire que c'est 80% elles nous viennent de notre famille, de notre éducation, de ce qu'on a vécu, de nos souffrances, de nos expériences. Et finalement, ça voudrait dire qu'il reste que 20% de nos valeurs. Donc, c'est important aujourd'hui pour nous de les connaître et de les clarifier. Et bien souvent, moi, je me suis aperçue en travaillant avec les femmes notamment, c'est que les valeurs, on ne les connaît pas. Et puis, quand on les connaît, on ne les clarifie pas parce que nos valeurs que l'on a aujourd'hui à 55 ans, 60 ans, 40 ans ne sont pas les mêmes que celles que nous avions à 25 ou 35 ans. Ouais. Et est-ce qu'elles sont impactées par l'environnement? Par exemple, est-ce qu'en ce moment, dans un éventail de valeurs qui peuvent être les nôtres, certaines vont être plus utiles, fondamentales, nécessaires que d'autres? Parce qu'on peut avoir Abs- aussi des valeurs qui, parfois, Absolument. C'est ce que l'on tiraillement. appelle des valeurs prioritaires ou des valeurs hautes. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des valeurs sur lesquelles, qui font vraiment partie, qui sont intrinsèquement ta vie, qui sont intrinsèquement ton essence et sur lesquelles tu ne peux pas déroger. Lorsqu'on le fait, lorsqu'on déroge à ces valeurs, finalement, qu'est-ce qui se passe? On est désengagé, on est mal à l'aise, on est rigide, on n'a pas de vision de notre vie, de nous-mêmes, de ce qu'on aime, de ce que on se si tu veux, on se Solidarise. désolidarise de notre Toi-même. essence. Absolument. Parce que les valeurs prioritaires, ou certains disent aussi des valeurs hautes, sont notre essence. C'est la quintessence de notre être. Si on y déroge pour plaire à quelqu'un d'autre, pour faire ce que la société nous demande, pour répondre à maman, à papa, à notre enfant, à notre patron, à des schémas auxquels on pensait. Et c'est pour ça que je te parlais de clarification, parce qu'à 50 ans ou 60 ans, tes valeurs ne sont plus les mêmes. Non, tout à fait. Donc aujourd'hui, effectivement, dans ce que l'on vit au niveau du Covid-19, ça nous permet de revenir vraiment à notre essence et à nos valeurs. Et là où c'est très intéressant, et c'est ce qui t'a plu, j'en suis persuadée, ce sont les antivaleurs. Oui. Qu'est-ce que j'appelle des antivaleurs? Les antivaleurs, ce sont des, des, des valeurs, on peut dire, ou
des situations dans lesquelles, justement, notre vie, notre essence ne peut pas vibrer, ne peut pas résonner, ne peut pas entrer en vibration avec ça. Je prends un exemple. J'ai coaché une jeune artiste il y a quelque temps qui avait du mal à rentrer vraiment à trouver je dirais des missions pour son métier. Et puis, elle n'arrivait pas à avancer, ça stagnait ça stagnait. Elle me disait qu'elle ressentait comme un gros rocher qui l'empêchait d'avancer. Donc, on a travaillé sur ce système de valeur anti-valeur. Et en fait, on s'est aperçu que sa valeur prioritaire pour elle, c'était le succès. C'est toujours le succès d'ailleurs. Effectivement, en tant qu'artiste, c'était quelque chose qui pour elle était important. Et puis, en allant un peu plus loin, on s'est aperçu que son anti-valeur, c'était le rejet. Donc, elle avait la valeur succès et la valeur rejet. Mais la valeur rejet était beaucoup plus forte que sa valeur succès. Et finalement, ça venait saboter tout son épanouissement, tout son être. Donc, l'important, c'est qu'à un moment donné, nous, toutes les femmes au jour d'aujourd'hui, de travailler sur notre essence, nos valeurs. C'est tellement important, mais aussi de connaître là où il ne faut pas aller, ou là où il faut diminuer l'impact émotionnel. Voilà. C'est ce que j'allais te dire parce que notamment artiste, moi j'ai été artiste pendant 20 ans, je le suis profondément toujours et de plus en plus même. Mais je me souviens que la particularité, et c'est valable pour ma fille qui est dans le théâtre, tous les artistes qui vont répondre à des castings, qui vont aller voir des galeristes pour les peintres, qui vont aller voir vont être confrontés au rejet. Parce que dans leur chemin, le rejet fait partie du système. Peu d'élus, donc rejet. Beaucoup d'offres. Donc ça veut dire que quand on ne peut pas se défaire de cette antivaleur, parce que le milieu l'exige, c'est avoir par rapport à ce rejet, peut-être comprendre d'où ça vient, pourquoi ça s'est ancré, comment à ce moment-là, pour que quand le rejet arrive, parce qu'il arrivera inéluctablement, ça fait même partie de la vie, ça devienne un socle plutôt qu'un handicap, Tout à fait. une possibilité de rebondir et d'enseignement. Donc, c'est-à-dire, dans tes antivaleurs telles que tu les exprimes, ça, ce qui m'avait beaucoup intéressé aussi, c'est que on n'est pas toujours maître de ces antivaleurs, elles peuvent être imposées par le milieu dans lequel on est. Absolument. Comment les transformer au cœur de soi par justement retrouver la source de cette antivaleur. Pourquoi on a cette blessure de rejet ou d'abandon, etc. Et comment faire en sorte que, ok, ça fait partie du jeu, mais ce n'est pas un caillou dans ma chaussure, c'est hop, je vais sauter au-dessus. Hop, et devenir un cabri au-dessus de ces antivaleurs. C'est ça. C'est pour ça que c'est très intéressant et c'est le travail que nous faisons, hein, Edith, toi, moi et d'autres femmes aussi dans notre milieu. C'est un travail d'accompagnement parce que on ne voit pas où est-ce que justement ce caillot dans la chaussure il peut être. Et vraiment la force de nos propositions, c'est de travailler dans l'émotionnel avec la personne parce que finalement le rejet il va se traduire dans tout un émotionnel qui va faire que la personne va s'auto-saboter à un moment. Exactement. Et on arrive à c'est amusant comme nos concepts, puisque on voit bien qu'on est de plus en plus de femmes à travailler dans cette dimension-là, et c'est important. On manque de rôle modèle féminin, on manque de femmes. Je regardais, je ne nommerai pas le webinaire des conférenciers de notre métier il y a 15 jours. Ils étaient 6, 5 hommes, une femme qui passait les plats. Brillante, mais elle passait les plats. Je me suis dit, mais c'est pas possible. On ne peut plus aujourd'hui. Il est vrai que le féminin soit complètement représenté par ses valeurs. Parce qu'il y a quand même des valeurs différentes qui s'expriment. Les valeurs du féminin, je le vois avec les rectrices d'université dans ma task force Women Empowerment. Il y a une dizaine de rectrices et vice-présidentes d'universités catholiques dans le monde. Il y a 2 Américaines, 2 Australiennes, une Brésilienne, une Indienne, une Européenne, le Portugal, qui est la plus grande historiquement en Europe, et après en Europe de l'Est. Bref, j'ai remarqué quand on est dans nos réunions de task force, elles ont toutes quelque chose de très féminin. C'est à la fois, elles sont holistiques, c'est-à-dire elles ont une vision très ample et pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait? Et je ne vois pas d'ego, et je ne vois pas de moi-je. Je vois une espèce de solidarité, de désir d'avancer ensemble et de partager. Et ça fait partie des valeurs du féminin qu'on trouve chez
hommes, heureusement, heureusement. Ne serait-ce que mon Mm. propre mari, il est comme ça, ton mari est pareil. Mais on sait aussi que ceux qui ont pris la place visible au niveau du pouvoir sont encore trop des hommes. Il y a un post qui est passé, je crois que tu l'as vu sur LinkedIn, où c'était la page, je crois que c'est Challenge. Comment voir le nouveau monde? Pas une femme en couverture. Il y avait 7 ou 8 hommes. Pareil. Qu'est-ce qui fait qu'avec les valeurs puissantes que nous avons, nous ne prenons pas suffisamment notre place? Est-ce que c'est justement ces antivaleurs qu'on n'a pas assez intégrées, qu'on n'a pas suffisamment maîtrisées pour pouvoir en faire une force? Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, c'est très intéressant et ça me ramène cet article en fait au fait qu'effectivement avoir ce panel comme ça que de visages d'hommes. Alors moi j'ai fait un peu l'inverse, j'ai créé je suis très fière du travail que j'ai fait, c'est un e-book sur justement les femmes leaders dans le monde aujourd'hui. Je ne sais pas si tu l'as vu, donc alors moi pareil j'ai fait l'inverse du coup, j'étais un peu dans la polarité puisque j'ai mis que des femmes, mais ce que je me suis aperçue au travers du nombre de femmes que j'ai pu coacher depuis un certain temps maintenant, c'est si tu veux, ce perfectionnisme qui fait qu'elles vont attendre d'être vraiment parfaites, over-préparées, sur-préparées pour devenir visibles et se montrer. Et donc, les hommes, eux, ils n'ont pas besoin d'avoir un haut level de confiance, ils y vont déjà. Et donc, du coup, la marche, elle est plus lente, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment des femmes leaders, mais on doit vraiment oser la visibilité. Je pense qu'on a fait des avancées sur le leadership. Oui. Les organisations devraient encore mettre plus de focus pour les femmes dans les entreprises et aussi à développer leur vision de voir grand, d'avoir cette vision de voir grand parce que sinon, du coup, quand la marche elle est haute, on n'a plus les mêmes, tu vois, on n'a plus la même façon de voir et de se dire, ben, j'y vais. Donc, nos schémas ancestraux nous rattrapent, hein, nos programmes intrinsèques qui font que ben, je me montre pas, je suis visible, je reste la petite fille bien sage qui attend que son patron lui dise c'est bien, tu ben, as fait bien, tu auras une promotion. Ou bon, je parle de ça, mais ça peut être dans toutes les sphères de la société. C'est un peu ça. C'est ce perfectionnisme qui nous empêche d'aller de l'avant. Et puis aussi, je dirais, cette peur d'être visible. Bien sûr. La peur d'être visible, moi je le vois avec toutes les femmes depuis que je fais des masterminds. C'est à un moment, il y a quelque chose qui empêche, une peur du rejet, un sentiment de honte, une sensation de ne pas être à la hauteur, syndrome de l'imposteur. Et tu parles de la perfection. Moi, j'ai toujours considéré que je vise l'excellence, mais pas la perfection. La perfection, c'est un leurre. Même c'est un piège à con, ça n'existe pas. La perfection n'existe pas. Par contre, rechercher l'excellence, oui. Et déjà, ce shift-là, je ne cherche pas à être parfaite, mais je cherche à aller au cœur de l'excellence à chaque fois, c'est-à-dire d'être plus juste, plus pertinente et d'oser. Ça, c'est déjà quelque chose qui est extraordinaire. Moi, je suis un petit peu plus âgée que toi quand même, mais par rapport aux jeunes de 30 ans, nous, on a vécu, je crois qu'on est je dirais presque la première génération qui a vraiment pu prendre sa place. Nos mères ont galéré encore un peu, mais elles commençaient à avoir le droit d'avoir des comptes en banque, l'autonomie par rapport au couple. Il n'y a pas tellement longtemps que les femmes sont officiellement en première ligne, autorisées à prendre leur pleine place. C'est historiquement très petit dans l'histoire par rapport à la puissance masculine. Donc il y a aussi toute on manque dans nos lignées féminines, on manque souvent de modèles de femmes qui nous ont montré et prouvé dans nos gènes que c'est possible. On parle souvent d'une lignée de barons de l'industrie, tu vois, ces grands patrons, je pense les Michelin, les Arnault, enfin tous ces grands qui ont mis en place des lignées. Souvent, c'était le grand-père, le père, etc. On voit rarement des sagas autour des femmes. On a quelques-unes. Et aujourd'hui, il est temps de créer ces sagas de demain. Que des femmes soient
Alors, il y en a dans d'autres domaines. Moi, je pensais, hier, je travaillais sur mes modèles. Il y en a en art. Alexandra David-Néel. Il y a des femmes qui ont montré des chemins, mais des femmes qui sont vraiment, je dirais, aux commandes quelque part de ce qui va se passer dans le monde de demain. On est encore trop peu nombreuses à le vivre et pas en opposition au masculin, parce qu'on n'en est pas là. On est juste Alors moi, où c'est vraiment prendre notre pleine place au plein rayonnement, notre pleine puissance féminine. Alors moi, je trouve où il y a vraiment une avancée très significative, c'est en Afrique. Il y a énormément je trouve que l'Afrique, au niveau des femmes qui prennent leur puissance, leur place et leur pouvoir, c'est énorme. On parlait de notre voyage en Namibie auquel on a vraiment adoré. Voilà, tout à fait, Women of absolument. influence. Et donc, en Namibie, la première jeune femme, alors je ne sais plus dans quelle, mais c'est une jeune ministre, Oui. 23 ans. C'est la plus jeune ministre au monde, une jeune namibienne. Donc ça, c'est vraiment formidable. On a vu aussi cette jeune ministre en Irlande. Oui. Donc, comme dirait, c'est pas Alain Souchon, mais si, c'est Alain Souchon, on avance, c'est une évidence. Oui. C'est un peu long, donc ça nous demande vraiment d'aller chercher en nous, je dirais, cet humanisme que nous avons naturellement. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, mais que le fait d'être maman, tu vois, on l'a peut-être de façon plus exacerbée. Je vois notamment aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, etc., dans les data sciences, c'est important que les femmes prennent leur place, qu'on ait un pôle comme ça, je dirais, un peu plus sécurisant pour certains aspects. Et c'est le travail que nous, on fait aussi, que toi, tu fais avec les femmes que tu rencontres, que moi, je fais avec les femmes que j'entends, qu'elles prennent leur place. Mais en même temps, prendre sa place en se sentant à l'aise. Parce que prendre sa place en portant un masque qui n'est pas le nôtre, c'est compliqué dans la durée. C'est compliqué dans la durée. Toutes les deux, nous avons vécu dans l'industrie. Toi chez Nestlé, moi chez Cartier, Yves Saint Laurent, l'expansion avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Et encore une fois, je suis un peu plus âgée. Moi, je suis j'ai commencé à travailler en 78, ouais, en 80, on va dire, en 1980. Je suis rentrée dans le monde de l'entreprise. Et je me souviens que nos codes vestimentaires, par exemple, c'était les bas noirs, les chaussures noires, les tailleurs d'hommes avec une robe féminine dessous noire. On avait des codes. On avait dans les banques, c'était pareil, pour mes amis HEC qui étaient dans la finance ou la M&A. Et je me souviens de mon patron, j'avais 33 ans, Alain Dominique Perrin, je supervisais la moitié du monde à 28 ans, donc j'avais quand même un gros poste. Et Alain Dominique, un jour, m'envoie la Rolls un matin, en me disant, écoute, tu dois être fatigué, t'arrêtes pas en ce moment, je t'envoie la Rolls pour aller, c'était à Foire de Bâle. Puis tu sais pourquoi je t'ai recruté, toi? Parce que tu es un mec. C'est très éloquent, parce que quelque part, pour réussir dans ces époques-là, je devais revêtir des codes masculins et vestimentaires, des codes de parole, des façons de gommer ma féminité. Je me suis dit, on nous demandait, bon, vous allez être enceinte ou pas? Bon, pas question, hein. Vous rentrez, mais ce n'est pas pour faire un môme. Donc, il y avait quand même, si tu veux, et ça, on n'est plus là, heureusement, mais moi, je l'ai vécu, la nécessité d'être une femme dans un monde d'hommes, j'étais une femme. Et oui. Je crois que ça existe encore un peu, Edith, hein. Un peu moins. Je crois que ça existe encore dans des sphères un peu, tu vois. Mais on y travaille. On y travaille. Et c'est pour ça que ces valeurs féminines, il ne faut surtout pas les opposer aux valeurs masculines, je pense. C'est vraiment réapporter l'équilibre. Réapporter du yin dans leur yang et mettre juste la dose de yang dont on a besoin dans notre yin. C'est-à-dire dans notre puissance, là où notre puissance peut être plus délicate, et en effet dans la visibilité, l'autorisation à prendre des hauts postes. Quand on propose une belle promotion à une femme, souvent elle va avoir une vision plus large, mais par rapport à la famille, par rapport à si est-ce que j'y arrive, est-ce que je suis digne de… Alors que l'homme va tout de suite l'apprendre. Enfin, on le voit bien dans les fonctionnements. Donc, il y a tout un ensemble
je dirais, de nouvelles habitudes, Hmm. de nouvelles postures intérieures à prendre. Et Ouais. surtout, se dire que c'est possible et que c'est nécessaire. C'est C'est pour ça possible et que… c'est nécessaire. Et je pense que ce qui est intéressant, peu importe le poste, c'est euh, si tu veux que ces femmes, ces personnes, elles puissent aussi avoir cette possibilité d'augmenter leur leadership. Si tu veux, tu vois, c'est très important parce que finalement, sinon, à un moment donné, elles risquent de plafonner. Peut-être les choses qui les ont aidées en début de carrière peuvent être des freins au fait qu'elles… Tu le sais, puisqu'on en a parlé l'an dernier, on m'a confié une masterclass sur le Women Empowerment, le leadership au féminin, pour les rectrices d'universités catholiques dans le monde. Ce sont des multidoctorantes, des femmes vraiment brillantes, dont l'une qui était à Namur, qui avait fait un doctorat sur le leadership ignatien. D'abord, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai dû aller comprendre. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur apporter au niveau où elles sont? Mais attends, elles sont à des niveaux, elles dirigent des universités, il y a des campus de 15, 20 000, 30 000 étudiants. Qu'est-ce que je vais leur apporter? Et j'ai eu très peur. Je me suis dit, mais quelle est ma légitimité? Je ne suis pas Oui. universitaire, ce n'est pas mon histoire. Et justement, et on ne se connaissait pas à l'époque, mais je pense que ça aurait été encore plus riche si j'avais utilisé tes valeurs et anti-valeurs. J'ai fait autrement. Je me suis dit, comment les faire appréhender le leadership si en leur posant des questions? Et j'ai fait un itinéraire qui sur trois masterclass qui s'enchaînent. Les définitions du leadership, les différences leadership masculin, féminin, différence entre le leadership et être un leader et un manager, etc. Et à la fin, elles avaient leur profil émotionnel, comportemental, de communication, type de leadership qui est le leur. Et surtout, on Hmm. s'est rendu compte que le leadership, c'est le charisme. Et ça vient du cœur. Et en les Tout à fait. reconnectant à leur cœur, Hmm. elles ont trouvé leur puissance dans leur leadership. C'est comme ça que j'ai atterri comme l'experte de la task force après. Parce que, et ça, seule une femme pouvait le faire. Je ne voyais pas un homme parler de leadership à des femmes. Ouais. Parce que le Et c'est leadership au marrant ce que tu… féminin, il est à Ouais, inventer. On doit l'inventer. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il faudrait qu'on C'est coécrit un intéressant livre hein, parce que là-dessus. je trouve que beaucoup dans l'ensemble, on a beaucoup de coachs hommes qui coachent des femmes. Et oui, si on coécrivait notre livre sur le leadership au féminin, Avec plaisir. On prend acte aujourd'hui? d'accord. Vous êtes témoin, vous prenez vos dates? Check. Check. Mais Check. il y a très peu de… Oui, et le leadership au féminin, enfin moi ça me fait pétiller. J'ai la chance d'être descendante d'une lignée d'amoureuses avec une maman qui était une leader et une amoureuse, et ma grand-mère pareil. Donc, mais on est peu, il y a peu de lignées. Et que ces femmes deviennent les premières d'une lignée. C'est Ouais, je ça qui est trouve que formidable. c'est très intéressant. Et finalement, tu vois, quand tu parlais du charisme et du cœur, puisque finalement le leadership, qu'est-ce que c'est? C'est du cœur, c'est de la relation à l'autre, Ouais. voilà, c'est Capacité à vraiment emporter l'autre. hein, entrer en communication avec l'autre, en connexion, inspirer les autres. Ouais. Mais ça part quand même du cœur. Un leader, Et c'est ça, son c'est cœur. une de tes grandes qualités. Pardon, il y a eu un petit retour avec le Je Zoom. disais, c'est une de tes grandes qualités. Moi, je t'ai vu œuvrer, tu es vraiment dans le cœur et dans l'ouverture aux autres. C'est rigolo de te voir pour ça. Tu es tellement dans l'ouverture aux autres et tu passes partout. C'est vrai que j'adore. Ouais. C'est une de mes valeurs, la connexion. Oui, et un de tes talents. Et un de mes Tu as talents réuni aussi. valeur et talent. Parce que ça peut être une valeur Mm. sans être un talent, mais tu as ce talent naturel. C'est vrai, c'est Et vrai. ça Ouais, passe ouais. par une qualité nécessaire qui est la curiosité. Il n'y a pas de connexion sans curiosité à l'autre. C'est vrai. Il n'y a pas de connexion autrement que d'aller dans cette empathie chercher qui est l'autre. Mm. Où est-ce qu'il vibre? Où est sa zone de vibration? Où est son essence? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il émane? Et ça, c'est quelque chose de magnifique que nous pouvons développer aussi. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'aujourd'hui, très honnêtement, le 21e siècle sera féminin ou ne sera pas. C'est-à-dire que on a vraiment besoin de mettre au service de notre planète dans toutes les sphères de la société plus de yin pour que vraiment on protège cette belle planète bleue et, euh, et qu'on le fasse tous ensemble dans de bonnes conditions.
tout à l'heure, on parlait de l'essence, on parlait des valeurs. Et moi, j'avais envie de parler aussi tu sais, de cette fable de La Fontaine entre cet arbre qui est dur, qui est fort, qui résiste contre le roseau, qui, Le chêne et euh, le roseau. le chêne et le roseau. Et puis ce roseau qui est flexible, qui plie mais ne rompt pas, comme le bambou. Et je voulais un peu parler de ça pour revenir aux valeurs. Lorsque vous voyez un roseau ou un bambou qui grandit, vous verrez de temps en temps, ils ont des nœuds. Oui. Hein, le bambou ne grandira pas tant que ce nœud ne sera pas passé, tant que ce nœud ne sera pas renforcé. Et c'est ce qui va lui donner sa flexibilité, le fait qu'il puisse bouger comme ça dans l'espace, prendre sa place, être lui, et en même temps continuer à grandir et à s'élever vers le haut. Et le fait de travailler sur notre essence, sur nos valeurs, pour moi, c'est aussi ces petits nœuds que chaque bambou et chaque roseau a. Si on ne le fait pas, si on ne passe pas à travers, c'est compliqué après pour être dans les bons endroits, pour maintenir cette fréquence de notre essence constante à l'intérieur de nous et de nous élever. J'avais envie de te partager ça aussi, Edith, et de partager C'est ça très à ton important. audience. Et si tu vois, cette image des nœuds et qu'il faut passer me fait aussi penser à cette image de la chrysalide. Si tu Oui, entrouvres une chrysalide pour que les ailes du papillon sortent plus vite, elles n'auront pas atteint leur force. Je crois qu'il y a des étapes et des passages à respecter. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ces conversations choisies, je trouve, ont toute leur place en ce moment. C'est que ça fait partie des nœuds du roseau actuel que traverse le monde. Si le monde est un roseau, c'est avec cette verticalité et ces passages, nous sommes dans le nœud du roseau. Et ce nœud-là doit être traversé en conscience. On ne va pas le passer. Je crois que tu l'avais vu sur LinkedIn, j'ai fait un article là-dessus où je parlais des 3 cercles. Le premier, retour à soi, le deuxième, se tourner vers les autres, avant de passer au troisième, qui est agir en conscience. Et je reçois un mot de Marie, ma fille, qui a 26 ans, qui est donc artiste, profondément artiste, créatrice, et qui est en Bolivie. Et elle m'écrit, mais maman, je pense que vous allez trop vite. Je crains que l'on ne prenne pas la mesure de ce que nous traversons. Et ce temps-là est nécessaire. Elle fait partie de la nouvelle génération, elle a ce degré de conscience, et elle est consciente que le nœud, il ne faut pas le zapper, il faut le vivre dans la densité, l'intériorité. J'ai eu Aurélien Barraud, tu sais, qui est astrophysicien, physicien, oui. et je voulais l'inviter aux conversations choisies, donc il m'a mis un petit mot, il me dit, en ce moment j'évite, c'est pas, on verra ça après. Mais je l'écoutais tout à l'heure, sa colère saine, il a une colère pour dire, mais prenons le temps de mesurer ce qui se passe. Si on ne prend pas le temps de mesurer, on n'aura pas respecté ce nœud du roseau que la planète nous offre en cadeau. Il y a un cadeau derrière ça. Et attention, vous allez dans le mur, prenons le temps. Et c'est là où les femmes, nous avons cette sensibilité. On parlait aussi des hommes tout à l'heure, mais je pense que les hommes s'autorisent moins ça. C'est pas qu'ils ont moins, c'est qu'ils ont été construits, éduqués dans une dimension de production de richesse sociale. On a moins permis aux hommes d'aller chercher leur sensibilité, leur finesse. Ils l'ont autant que nous. Je ne pense pas qu'il y ait un père sur cette planète qui se fiche de ce qui va devenir de son enfant. Il y a tout à fait. C'est pas. Ouais, ouais. Et le problème, c'est qu'elles ne travaillent pas ensemble. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est un peu finalement, les conditionnements extrinsèques, plutôt que, voilà, on les a tous, qu'on soit homme ou femme. nos Tu vois, paradoxes. j'en parlais avec mon fils. Et il me disait, je disais, mais vous, de votre génération, vous n'avez pas ce problème, si tu veux, le plafond de verre, etc. Ou le fait, voilà. Il me dit, mais détrompe-toi, maman, hein, à des niveaux, si tu veux, au niveau d'études, c'est la même chose. Certains garçons vont se mettre plus en avant que les filles, etc. Tu vois. Et ils ont leur éducation aussi, ils ont leur milieu. Ils n'échappent pas plus que nous au milieu dans lequel ils sont. C'est ça. Ton fils, comme les miens, sont élevés dans un milieu où il y a une certaine conscience, un partage, un couple qui a un format avec beaucoup d'amour, de respect, même dans les différences, etc. Donc ton fils aura probablement
plus de similarité avec mes enfants qu'avec des enfants qui ont été élevés dans des contextes totalement différents. C'est aussi, tu parles des 80% des valeurs qui sont innées, qui sont acquises de notre histoire. D'abord, on n'est pas condamné à les vivre. On peut Non, c'est ça qui est intéressant. Sur les loyautés. Absolument. Ça, je ne prends pas. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est non. totalement liés, pieds et poings liés. Non, justement. Au contraire, on a cette liberté de pouvoir travailler dessus. Et moi, ce que je dis aux personnes que je rencontre et avec qui je travaille, c'est vraiment utiliser le mentorat, chercher des modèles, rentrer dans des organisations où il y a des programmes de leadership, du mentorat, on avance. Et ça, c'est important. Tu vois, nous, on adore ça en plus, on est là-dedans, mais j'encourage vraiment parce que c'est aussi cette dynamique d'être solidaire, de s'entraîner, d'être inspiré par d'autres personnes, par d'autres femmes qui ont fait le chemin et nous-mêmes après de le transmettre aussi aux personnes qui sont à nos côtés, comme tu fais là aujourd'hui, Edith. Bien sûr. Oui. Puis on a besoin de miroirs, c'est très compliqué de se voir soi-même. On ne peut pas être son propre coach, son propre mentor. On a besoin de miroir aussi, c'est le plus beau cadeau. Et un miroir non jugeant, c'est extraordinaire. Il va juste se dire, ah, regarde, tiens, c'est intéressant. Est-ce que ça te parle? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Moi, j'aimerais surtout dire à chacune et à chacun, parce que à tous les hommes qui ont envie de réveiller leur principe féminin, leur sensibilité, leur autorisation à exprimer réellement leur cœur, c'est connaissez profondément vos valeurs et regardez comment elles peuvent jouer avec le monde autour de vous. Quel est l'angle, l'incidence et choisir pour les exprimer pour que le monde bouge avec vous. On est là pour laisser une trace, pour faire bouger les choses, pas pour observer seulement. Comment tu toi, qu'est-ce que tu aimerais dire comme, je ne sais pas, quel conseil tu voudrais donner? Alors moi, il y en a deux. Il y en a un de William Shakespeare qui dit « Rien n'est ni bon ni mauvais en soi, tout dépend de nos pensées ». Et puis, je pense aussi à une phrase que j'aime beaucoup de François Sagan qui dit « Il n'est jamais trop tard pour réapprendre à vivre ». Ah, très beau, ouais. Donc, c'est ce que je nous souhaite à toutes dans cette période du nœud du bambou ou du nœud du roseau. Oui, du nœud du roseau. Et de le traverser en conscience et en revenant à notre essence, vraiment à notre fréquence à nous. Pas à celle du voisin, pas à celle mais à la nôtre. C'est tout à fait ça. Quand on était ensemble en Afrique, je me suis connectée à mon âme, on va dire, et je me souviens, j'avais eu cette phrase: lâche ton image et sois parfaite dans ton imperfection, parfaite dans qui tu es, aucun besoin de t'enraciner dans l'autre, dans son désir, dans son paradigme, remplis ton propre espace, ainsi tu n'envahiras plus celui des autres. Et je pense qu'occuper notre propre espace, c'est essentiel. C'est vraiment ce qu'on peut vous souhaiter. Alors, en dessous de la vidéo, vous aurez les liens pour rejoindre Chris, pour me rejoindre, pour partager cette vidéo et puis commenter. Dites-nous ce que vous en pensez, quelles sont vos valeurs principales et vos antivaleurs. Et puis, revenez vers nous. Et puis, on va peut-être s'engager pour coécrire notre livre sur la puissance féminine. Ah ben, on a checké, hein? On a checké. Alors, merci à toi, Chris. Merci pour ce moment plein de saveur et de richesse. Et puis, à vous toutes, restez à nos côtés. On va changer le monde. Au revoir. Merci, Edith. Un plaisir d'être avec toi. Bye. Bye.